Le dimanche des Rameaux, premier jour de la Semaine Sainte pendant laquelle les chrétiens célèbrent la Passion du Christ. Les rameaux sont le signe de la victoire de la vie sur la mort et le péché. Selon les versets bibliques, 6 jours avant la fête de Pâques, Jésus-Christ est revenu de façon triomphale à Jérusalem. Ce jour est commémoré par les fidèles catholiques de la paroisse Quasi-Divine Miséricorde des Deux Plateaux à Djamé. Ce témoignage du Christ nous est révélé et nous est présenté spécialement aujourd'hui par notre Église parce que nous rentrons dans un temps fort qui est la Semaine Sainte. Si vous voulez, c'est la semaine la plus importante dans la vie de notre Église. Et dans cette semaine-là, nous célébrons, si vous voulez, de manière concentrée le mystère du Christ. Depuis la fête des Rameaux jusqu'à la résurrection. Nous sommes tout émus, nous sommes heureux et nous savons que de maintenant, là, nous rentrons dans la Semaine Sainte pour aller en Pâques et puis préparer la Pentecôte. Chants, danses, louanges et prières étaient également au rendez-vous à l'église méthodiste de Cocody-en-Gré et à l'église du christianisme céleste des Deux Plateaux. Une occasion pour prier pour la paix dans le pays. La fête des Rameaux, c'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Le Jérusalem, c'est le cœur d'Israël. Et nous, aujourd'hui, Jésus entre dans nos cœurs et dans le cœur de tout un chacun, de sorte que le monde entier reçoive la vie. Parce que Jésus-Christ est la vie. Et c'est cette vie qu'il est venu communiquer à chacun. Puisqu'il est venu pour l'humanité entière, nous devons donc comprendre que Jésus-Christ est venu pour véritablement toutes les nations, y compris la nôtre, pour que les cœurs soient transformés et qu'ils reçoivent la vie. Ceux qui appellent Jésus, c'est une très rencontre pour nous ce jour, de rentrer dans les temples avec des rameaux, pour témoigner l'arrivée de Jésus-Christ. Après la célébration, les rameaux bénis sont conservés dans les maisons jusqu'au mercredi des cendres de l'année suivante. Âgés de 5 à 14 ans, tous issus d'écoles francophones et anglophones, ces enfants sont formés aux outils des mathématiques et du calcul mental. À l'issue de la formation, ils doivent répondre à 150 questions sur les mathématiques en 8 minutes. L'objectif de ce programme, familiariser ces enfants à l'univers des mathématiques, ce qui les entraînera à aimer les sciences et les technologies qui sont l'avenir de demain. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle suit depuis 2 ans maintenant l'introduction progressive de ce programme dans nos écoles. Ce programme a un coût. Il y a un appareil que les enfants doivent obligatoirement acquérir. Et c'est sur cet appareil-là que l'apprentissage s'est fait. Le 8 Simba, c'est un programme de développement intellectuel pour enfants de 5 à 14 ans. Et on veut amener ces enfants à ne plus utiliser l'ordinateur, la calculatrice, se passer de tout ça. Mais l'objectif principal, c'est d'amener ces enfants-là à pouvoir exceller dans toutes les matières. Ce n'est pas seulement qu'en mathématiques. Certes, nous utilisons les mathématiques pour développer leur cerveau, mais au-delà des mathématiques, on veut amener ces enfants à être des leaders de demain, des compétiteurs. Ce programme éducatif, instauré par l'Universal Concept Mental Arithmetic System, a permis à de nombreux enfants de maîtriser les calculs mathématiques et améliorer leurs résultats scolaires. Ce concours m'a bien aidé. Il m'a appris à bien calculer. Avant, je ne savais pas très bien calculer. J'encourage tous les enfants à faire ce concours parce que ça va les aider dans l'avenir. C'est comme un concours où on doit faire... On a genre une perle, ensuite on doit calculer avec ça. Créé en 1993, l'Universal Concept Mental Arithmetic System est présent dans près de 70 pays et a formé plus de 2 millions d'enfants à travers le monde. Le ministère de l'Éducation nationale. La traite des enfants et les pires formes de travail des enfants connaissent une régression ces dernières années en Côte d'Ivoire. Cela grâce aux actions conjuguées de la première dame Dominique Ouattara et du gouvernement. C'est le contraire pour la traite des femmes et des hommes soumis aux travaux forcés et à l'exploitation sexuelle. Les victimes de ces pratiques ne sont ni identifiées ni assistées et les auteurs de ces crimes sont impunis. Depuis 2016, un plan d'action national et un comité national de lutte contre la traite des personnes ont été mis en place pour résoudre cette question.
À Yamoussoukro, les acteurs se sont retrouvés pour évaluer à mi-parcours le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a beaucoup travaillé sur la situation des enfants qui sont en situation difficile de maltraitance. Voilà. Maintenant, la Côte d'Ivoire, avec l'appui de l'ONUDC, veut essayer d'ajuster les tirs en prenant comme repère les normes internationales pour pouvoir gérer la question au niveau national. La Côte d'Ivoire n'est pas seule dans cette lutte pour l'éradication de la traite des personnes. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime travaille au renforcement de la coordination et des capacités des parties prenantes. Il s'agira de renforcer les capacités des acteurs de la justice, à commencer par les OPJ, sur les techniques de détection des cas de traite, les techniques d'enquête et les techniques de poursuite. Donc avec cet appui, l'ONUDC accompagne l'État de Côte d'Ivoire dans sa réponse qui a déjà commencé. Durant 3 jours, les participants à cet atelier vont également identifier les stratégies dans la réponse de lutte contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire par secteur et identifier les actions prioritaires dans le cadre du plan d'action national. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, il y a plus de 250 000 décès et 3 millions de personnes souffrant de troubles cutanés, de maladies cancérigènes et chroniques par an dans les pays en voie de développement. Ces troubles sont causés par la dioxine et le suffrane, composés chimiques contenus dans les téléviseurs à tubes cathodiques, les ordinateurs, les téléphones portables et les véhicules en fin de vie. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce phénomène en vue de trouver une solution au projet de gestion des polluants organiques persistants, projet HIPOP mis en place par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il est financé à plus de 2 milliards de francs CFA par le Fonds mondial pour l'environnement. Dans toutes ces voitures qui ne sont plus utilisées, il se dégage des produits chimiques qui ne peuvent pas s'autodétruire. Donc c'est un danger permanent. De tels ateliers nous permettent de prendre conscience et d'inviter nos autorités locales à nous accompagner afin de pouvoir atténuer, supprimer ces risques-là. L'incinération incontrôlée des polluants organiques persistants POP engendre un problème de santé publique qui préoccupe également l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI. Un enjeu mondial aujourd'hui. Et donc la Côte d'Ivoire qui s'est inscrite notamment dans l'adaptation et la ratification d'un certain nombre de conventions concernant donc l'environnement, il est tout à fait naturel que l'ONUDI puisse donc l'accompagner dans le cadre de son mandat de développement industriel inclusif et durable. Les collectivités locales ont été conviées à cette rencontre. Elles pourront soutenir cette action gouvernementale. Au niveau de la commune que nous gérons, nous allons prendre des dispositions pour sensibiliser déjà tous ceux qui exercent dans ce secteur-là, pour leur montrer déjà les effets nocifs que ces produits-là produisent. Le projet UPOP, prévu pour 5 ans à terme, permettra la mise en place d'un cadre législatif en la matière et l'enlèvement de 103 000 tonnes de déchets électroniques et 5 000 tonnes de déchets plastiques dans les villes. Ces objets recyclés favoriseront la création d'emplois pour la jeunesse. Ce tas de ferraille vaut de l'or. L'usine allemande Agossi exploite le filon depuis 128 ans. Chaque année, elle extrait les résidus d'or de plusieurs milliers de tonnes de rebuts industriels. Après divers procédés d'extraction et d'affinage, les résidus sont transformés en une poudre d'or fin à 99,99%. On est ici devant du sable d'or qui, par la suite, va être mis sous fusion, donc sous un état liquide. Ça va passer à travers un tamis et être refroidi dans l'eau. Nous aurons donc des gouttelettes d'or refroidies à l'eau et ça va donner de la grenaille d'or. On a ici 93 kilos qui représentent une somme d'environ 3,5 millions d'euros. Cette grenaille va être soit vendue directement sous forme de grenaille ou repassée dans des fours pour obtenir des produits semi-finis. Autrement dit, sous forme de lingots. Plusieurs dizaines de tonnes d'or sont affinées ici chaque année. L'or recyclé est revendu à des bijoutiers, des banques et même des survivalistes.